Hello, bonjour. Je fais une petite vidéo un petit peu à l'arrache parce que je viens d'avoir une énième conversation concernant donc tous ces prélèvements Covid. Voilà, je suis infirmière, je travaille dans un laboratoire d'analyse médicale quelque part en région PACA et je n'en dirai pas plus. Je ferai une vidéo, je pense, d'ici fin novembre avec un petit peu plus de détails puisque je suis extrêmement bien placée pour recueillir des informations et savoir un peu ce qui se passe. Alors je ne regarde pas les médias et il vaut mieux pas parce que je pense que les médias racontent beaucoup de conneries à ce niveau-là. Moi en tout cas ce que je peux constater c'est qu'il y a l'immense majorité des tests est négatif et je le sais bien puisque je fais les prélèvements Covid tous les jours et l'immense majorité des gens que je vois sont soit sans symptômes ou alors ils ont juste un nez qui coule. Il y a effectivement une personne de temps en temps qui est un peu plus malade avec de la fièvre et qui se retrouve effectivement clouée au lit pendant quelques jours, mais c'est une personne sur... Enfin, c'est extrêmement faible. Je sais aussi de sources sûres qu'il y a extrêmement peu de personnes qui sont hospitalisées pour le Covid dans la région sur laquelle je travaille. Encore une fois, je ne dirai pas où, c'est quelque part en région PACA. Voilà. Mais moi, ce qui m'énerve au plus haut point, c'est qu'il y a des employeurs qui font du chantage sur les employés en disant si tu ne reviens pas avec un test PCR négatif, tu ne peux pas venir travailler. Je ne suis pas sûre que ce soit légal et je ne suis pas sûre que l'employeur puisse exiger quoi que ce soit de résultats médicaux sur un de ses salariés. Donc renseignez-vous. Mais moi, à ma connaissance, ce n'est pas légal. Ce qui m'énerve aussi au plus haut point, c'est les petits bouts que je dois prélever. Donc encore ce matin, un petit gamin de 3 ans à qui il faut faire un prélèvement nasopharyngé. Le gamin a juste hurlé, il ne comprend pas pourquoi on lui fait ça, parce qu'en plus il est pas malade, il a rien du tout. Tout simplement parce qu'il y a un cas et potentiellement contaminé au sein de l'école. Donc voilà, donc les directrices d'école, directrices et directeurs d'école et de crèche, arrêtez de psychoter, arrêtez d'obliger les parents à faire dépister des enfants qui n'ont rien parce que c'est un traumatisme absolument abominable ce prélèvement. Moi j'ai la boule au ventre à chaque fois que je dois faire ce test sur les petits. D'ailleurs je n'enfonce pas l'écouvillon jusqu'au bout parce que déjà l'enfant se débat, il hurle, c'est très compliqué et c'est très risqué du coup. Et puis non, je suis désolée, moi j'ai la boule au ventre, donc j'ai décidé qu'à partir de maintenant je n'enfonçais plus l'écouvillon jusque là sur les petits bouts. Faut arrêter, j'ai pas envie de participer à ça. Voilà. Que dire d'autre? Sinon, arrêtez de venir vous faire dépister pour un oui, pour un non, parce que je sais qu'on vous dit dans les médias, venez sans ordonnance, venez vous faire dépister, etc., etc. Primo, ça sert à rien à part vous faire ficher, parce qu'après vous êtes ce qu'on appelle un cas contact de la Sécu et on va vous embêter pour que vos proches se fassent dépister. Deuxio, ça encombre considérablement les labos parce que l'État a dit oui, oui, on va en laboratoire, machin. Oui, mais non, je suis désolée, il y a une certaine logistique qui est nécessaire. On a besoin d'automates. Les automates ont des capacités réduites et moi je vois les techniciennes, elles sont juste derrière moi à l'accueil, celles qui font les tests PCR et elles galèrent parce que les automates marchent H24 et voilà. Il faut du réactif, on n'a pas beaucoup de réactifs. Il faut une secrétaire qui saisit le dossier, il faut un préleveur ou une préleveuse, moi en l'occurrence, qui va prélever. Tout ça, ça demande du temps, ça demande du matériel. Donc bah non, je suis désolée, c'est pas à l'infini. Et en plus, il faut le savoir que c'est quand même à peu près 70 € l'analyse. Donc essayez de réfléchir un petit peu, si on fait 70 € l'analyse multiplié par le nombre de dépistages qu'on voudrait nous faire nous imposer, qui paye tout ça? Parce que les gens disent c'est gratuit. Non, c'est pas gratuit, c'est la Sécu qui paye. Et je vous garantis qu'à ce rythme-là, si on continue comme ça, bah, la Sécu dans quelques mois, elle est par terre. Et on va nous dire ah mais il va falloir privatiser. Parce que moi je pense que c'est ça qui nous attend. Voilà, que dire d'autre aussi? Eh bien, arrêtez de flipper parce que vous êtes potentiellement en cas contact avec quelqu'un qui a peut-être ou que quelqu'un a été en contact avec quelqu'un qui a été en contact, qui est peut-être confirmé ou peut-être pas. Franchement, je vous assure, hein, on a quasiment que des nègres en résultat et puis même les gens qui sont positifs, ils ont mais rien quoi, un rhume ou rien du tout. Donc voilà. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc témoignage encore une fois d'une infirmière qui travaille en laboratoire où on
est d'accord en plus entre nous au niveau des collègues à dire que c'est complètement débile. Et pendant qu'on s'occupe de gens qui ont rien ou juste un rhume, eh ben, je tiens à signaler qu'on est nettement moins disponible pour les personnes qui sont sous chimio, pour les personnes qui ont de vraies maladies comme le diabète ou quoi, qui nécessitent des prélèvements à domicile, qui nous téléphonent pour prendre leur rendez-vous ou ce genre de choses. Voilà, donc le Covid, à part une toute petite catégorie de personnes extrêmement fragiles, et je dis bien extrêmement fragiles, il n'y a vraiment rien à craindre, je vous assure. Moi, je le vois tous les jours, donc il faut juste qu'on arrête de nous raconter des histoires. Bouffée délirante dans le métier psychiatrique. Et quand quelqu'un a une bouffée délirante, vous savez ce qu'on fait quand il est sorti de la bouffée délirante? On lui dit, écoutez, vous vous rendez compte que c'est une bouffée délirante, et s'il n'a pas la critique de sa bouffée délirante, c'est qu'il est toujours fou. Et donc ça a été un coup pour vous. Non, c'est la réponse à votre question sur l'hydroxychloroquine. Oui. Ils sont Mais vous toujours êtes en train de me dire que même les États ont des bouffées délirantes qui veulent vraiment, ils sont à ce point délirants qu'ils disent on préfère que nos gens meurent plutôt que d'accepter ce que dit le gens. Arrêtez de dire les États. Il y a 4,6 milliards de gens qui vivent dans des États dans lesquels on recommande l'hydroxychloroquine. Mais la France, il n'y a pas une bouffée délirante du gouvernement français qui voudrait... Si, je crois. Croyez vraiment que le gouvernement français a une bouffée délirante à ce point-là? Oui, j'hésite entre une bouffée délirante, si vous voulez, et l'incapacité à dire, écoutez, non, vous ne voulez pas qu'on remette les choses à plat, qu'on regarde calmement, paisiblement, finalement. Attendez, il n'arrête pas, il en sort... Ils ont un point de vue idéologique d'après vous? Je ne sais pas. Au départ, certainement, il y avait un point de vue idéologique des gens qui disent, écoutez, il y a une maladie nouvelle, c'est un médicament nouveau qui va marcher, c'est pas un truc qui a 70 ans, vous nous racontez les balivernes. Je comprends ça, je comprends que c'est une position. Regardez vous-même, comment se fait-il que le seul médicament qui a été arrêté en cours de route alors qu'on n'avait pas validé, c'est l'hydroxychloroquine? Ils n'ont pas fini l'étude dessus, ils ont arrêté. Vous vous rendez compte que mais les Anglais ne sont pas plus malins. Dans l'essai anglais, vous vous rendez compte, et dans des choses qui ont été publiées pour dire que l'hydroxychloroquine ne marchait pas. Mais écoutez, parce que tant que vous n'aurez pas compris que tout ça c'est de la folie... Non, mais j'entends vos arguments, mais... Non, mais attendez, laissez-moi terminer. Professeur, vous comprenez bien que ceux qui vous écoutent, beaucoup se disent que le fou, c'est pas eux, c'est lui. Parce que dire qu'un gouvernement, encore une fois, pardon, mais préfère laisser mourir ces gens parce qu'il a une bouffée délirante plutôt que d'admettre que ça marche, c'est pas possible. Mais vous vous trompez. Alors moi aussi, c'est pas délirante. Non, mais c'est pas je vous dis, laissez faire dans votre cerveau le chemin de ce que je vous dis. Quand il est publié dans le New England, 2 articles qui disent l'hydroxychloroquine ne marche pas. Regardez l'un qui est signé par Spiker, et il vous dit, écoutez, c'est une série sur laquelle il y a 30% des gens sur lesquels je n'ai fait aucun test. Vous le prenez, ça? Alors, je fais ma petite contribution au port du masque. Alors, beaucoup de choses ont déjà été dites. Veuillez m'excuser s'il y aura des redites, mais j'entends certaines choses dans la rue ou dans l'entourage qui me laissent un peu pantois. Et je voudrais apporter ma petite pierre à l'édifice. En fait, ce que j'entends souvent, c'est que... alors, je précise, je ne suis ni pro-masque ni anti-masque. On ne demande pas à un chirurgien de choisir d'être pro ou d'être anti-masque. Simplement, le masque doit être utilisé à bon escient. Voilà, je laisse liberté à chacun qui souhaite de porter le masque ou de ne pas en porter. Je suis plutôt pro-choix. Ceci étant, j'entends beaucoup de gens qui disent « Oui, mais les chirurgiens, les équipes au bloc opératoire supportent bien le masque. Est-ce que nous aussi, on ne peut pas le supporter un peu dans l'espace public ou dans les magasins ?» Alors c'est vrai, nous supportons le masque parfois pendant plusieurs heures, pendant les interventions chirurgicales et au bloc opératoire. Ceci dit, je voudrais quand même vous faire une petite visite du bloc et vous allez mieux comprendre pourquoi. On y va ? Au passage, vous voyez cette petite affiche qui montre bien que si vous êtes malade, portez un masque chirurgical jetable. Si vous êtes malade. Ça va ? Jusqu'à présent, c'est facile à suivre. On continue. Au vestiaire, on se change complètement. Tenue de bloc, sabots, cagots. Alors normalement il y a des masques, mais là on les met en protection sous clé parce que sinon on se les fait voler. Merci la panique. Sérum hydroalcoolique avant de prendre le masque.
Je vous emmène donc dans une salle d'opération. Bon, par respect pour vous, je vais retirer et rabaisser ce masque qui ne me sert à rien, même pour vous protéger, puisque vous n'êtes pas directement devant moi. Et on y va. Petite visite. Alors, est-ce que vous voyez ce qu'il y a derrière ce piquet? Il y en a dans les 4 coins de la salle pour aspirer l'air de la salle. Et vous voyez au plafond, voilà, il y en a 4 également autour de la zone où il y a la table d'opération pour nous apporter de l'air renouvelé et rafraîchi. Air renouvelé, air rafraîchi, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut supporter largement la présence d'un masque sur le visage. Ça ne nous pose pas de soucis, d'autant plus qu'on est statique, on ne bouge pas, on ne va pas faire un marathon, on ne va même pas marcher, on reste debout ou assis. Il n'y a que nos bras qui bougent pour l'intervention chirurgicale. Donc il n'y a pas beaucoup d'énergie physique demandée, il n'y a pas beaucoup d'énergie à réclamer à notre organisme. Donc pas trop d'oxygène non plus. Voilà. Par contre, de plus, nous sommes tous en bonne santé, autant sur le plan cardiaque que sur le plan respiratoire. Ça va? À présent, sitôt l'intervention terminée, à votre avis, qu'est-ce qu'on fait? On baisse le masque spontanément. Voilà, on respire et on va dans la salle de repos se prendre un petit verre d'eau. Voilà, pour se désaltérer la gorge. Et tout ça, on le fait spontanément, donc ça veut dire qu'on n'y pense même pas, ça devient pour nous quelque chose de tout à fait naturel. Sachez aussi que ce masque, même s'il n'est pas certain qu'il soit efficace pour lutter contre les infections de site opératoire, donc les infections nosocomiales liées directement à l'opération, nous permettent aussi, nous, chirurgiens, d'éviter d'être souillés par des projections de sang, de matière, de lumière, etc., qui sortent directement du champ opératoire. Voilà. En aucun cas, ça n'a jamais permis d'empêcher une diffusion bactérienne ou virale. Je dis bactérienne, effectivement, à bon plein escient, parce que si vous trouvez une étude qui montre que le port du masque au bloc opératoire permet de limiter les infections de site opératoire, bah dites-le moi. Merci. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Et bien, ce masque, on l'enlève et ça part dans les déchets d'ordures ménagères. Tout simplement, Covid ou pas Covid, ça part en ordures ménagères habituelles. Voilà, j'espère que cette petite visite vous a plu. Un petit mot pour ceux qui pensent que le masque les protège eux. Allez sur votre moteur de recherche préféré, tapez virologie laboratoire, regardez quelques images. Vous voyez comment ils sont habillés, quasiment cosmonautes, et comparez avec votre masque en papier ou en tissu, et voyez si ça peut avoir la même efficacité. Et à présent, un message pour ceux qui pensent que ça protège ceux qui sont en face. Je loue tout à fait votre altruisme, et je vous en félicite. Maintenant, est-ce que le remède n'est pas pire que le mal? C'est-à-dire, est-ce que le fait de garder vos toxines dans le corps ne va pas faire que finalement, dans le masque plutôt, ne va pas faire que finalement vous entreteniez un cycle infectieux à vos dépens. Tout ça pour un résultat qui, somme toute, en dehors des autres gestes barrières qui ont été proposés, notamment une certaine distance, le lavage des mains, se moucher dans le coude. Est-ce que ça serait pas préférable de finalement continuer à montrer votre sourire à tout le monde en sachant que on en a besoin, on a vraiment besoin de sourire. Voilà. Bisous à tous. Portez-vous bien. En réalité, vous savez, ce qui fait que la grippe s'arrête au printemps, c'est pas la chaleur, c'est qu'en fait, au printemps, qu'est-ce qui se passe? On ouvre les fenêtres, on ouvre les portes, on n'est plus confiné dans des lieux, on va dehors. Et donc, c'est le confinement qui provoque la circulation du virus. Confinement qui provoque la circulation du virus.
écoutez, c'est une rentrée un peu fracassante parce que juste au moment où vous êtes arrivé pour enregistrer, nous avons appris qu'Auchan allait jeter à la rue à peu près 1400 ou 1500 personnes, hein, je vous dis ça de tête. La liste des licenciements, effectivement, ne cesse de s'accroître. Il se trouve que maintenant, de plus en plus de Parisiens, également de Lyonnais, de Marseillais, postent sur les réseaux sociaux toutes les boutiques abandonnées, les boutiques vides, les boutiques allouées, les boutiques recouvertes d'affiches crades qui sont allouées depuis 3 ans, 4 ans, 5 ans. Et je tiens à rappeler, d'autant que c'était avec votre public de Planète 360, que c'est quelque chose qu'on avait déjà signalé nous il y a déjà quand même quelques années. Hein, c'était le début. Là, cette folie du confinement qui a été décidée par le gouvernement français est purement criminel puisqu'il va achever littéralement le pays, tout simplement. Je le dis avec d'autant plus d'assurance que si vous regardez la Suède n'a procédé à aucun confinement et ils ont moins de morts que nous, bien que certains médias aux ordres essayent désespérément de nous faire croire qu'en Suède il y a autant de morts qu'en France, etc. C'est absolument lamentable. L'économie suédoise ne s'est pas effondrée comme l'économie française, comme l'économie espagnole, portugaise, etc. Le tourisme est absolument inexistant et je tiens à préciser que cet été, une des raisons pour laquelle l'Espagne a été attaquée si violemment, c'est parce que les pays comme l'Angleterre et surtout l'Allemagne, enfin tous les pays, vous savez, tous les pays qui n'ont pas de soleil, hein, voilà. En fait, ils se sont dit, nous devons garder l'argent dans nos banques et en fait, on met les projecteurs sur le nombre de cas Covid en Espagne pour empêcher les gens d'y aller, parce que à partir du moment vous empêchez 300 000 personnes ou 500 000 ou 1 million de personnes de se rendre en Espagne ou au Portugal ou en Grèce, eh bien vous économisez des dizaines de milliards, c'est-à-dire ce sont des dizaines de milliards d'euros qui restent dans les comptes de vos banques à vous et qui ne vont pas, donc il n'y a pas de transfert en Espagne. Et là, l'Angleterre a jeté des pots de banane aux Espagnols et aux Grecs d'une manière absolument immonde, sans parler bien entendu des autres pays. Mais surtout, c'était l'Espagne qui était visée. Résultat des courses, cet été, d'habitude, les hôtels espagnols qui étaient pleins à quasiment 90% ou 100%, le taux d'occupation des hôtels, je l'ai vu, c'était 15 à 15%. Juin, juillet, alors que d'habitude ils étaient quasiment à 100%. Je ne sais pas si vous imaginez. Donc vous aurez une série de faillites absolument monumentales. Et rappelez-vous, nous en avons parlé ensemble il y a à peu près un an. Je vous avais dit déjà, c'était un signe noir pour le tourisme, c'était gravissime. Vous avez eu la faillite de Thomas Cook, vous vous souvenez? Non, Thomas Cook déjà était annonciateur, si vous voulez, il n'y avait pas de Covid, il n'y avait plus rien. Mais déjà, la crise financière et le chômage massif ont empêché, si vous voulez, les cadres moyens, les salariés, etc., de prendre des vacances. Et donc Thomas Cook a fait faillite parce que il lui manquait juste les 10% pour garder la tête hors de l'eau. Je ne parle même pas des histoires de gestion, parce que de toute façon, toutes les autres compagnies aujourd'hui sont alignées sur le même problème. Mais aujourd'hui, vous voyez bien qu'il y a, et ça vous le voyez dans ma revue de presse, hein, je vous invite à regarder, notamment dans l'onglet reportage, je ne sais pas si vous pourrez le montrer, parce que dans l'onglet reportage sur le site, vous avez justement la chronologie d'une pandémie organisée, et en fait, ce que je vois dans ma revue de presse depuis le mois de mars, j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises, mais là c'est encore plus flagrant, c'est-à-dire qu'il y a la volonté de la part des Anglais, des Allemands, de vouloir, et surtout de Davos, hein, le groupe des ultra-riches, hein, du 0,01% de la population, d'installer un passeport Covid, donc, et sans ce passeport, vous ne pourrez plus prendre ni l'avion, ni le TGV, vous ne pourrez pas vous déplacer, voilà, donc si vous n'êtes pas vacciné. Donc vous voyez bien qu'il y a un autre plan qui est en train de se mettre en place, et qui est en train littéralement d'étouffer toute la population, qu'elle soit... avec toutes ces règles, et vous avez vu ce qui s'est passé en Australie, enfin je veux dire là c'est la ville de Melbourne qui a été carrément, je veux dire les gens ne pouvaient plus sortir, c'était comme si on était en pleine guerre quoi, le couvre-feu. Et figurez-vous que j'ai vu ça hier soir, l'Angleterre, Boris Johnson envisage de mettre
d'instaurer un couvre-feu à partir de 22 heures. Attendez, un couvre-feu. D'un côté, vous avez la Suède, où il n'y a pas de confinement, où les gens peuvent sortir, etc. Voilà. Et de l'autre côté, ils nous jouent le jeu complètement paranoïaque, avec un couvre-feu à partir de 22 heures. Non, mais c'est hallucinant. C'est-à-dire que le couvre-feu, en général, c'est en temps de guerre. Voilà. On est dans une situation totalement extraordinaire, mais vous savez, je crois qu'on avait fait une vidéo ensemble, et je vous avais dit Macron achèvera le pays. Ben voilà, on y est.